Bon, je vais passer à un point un tout petit peu technique qui est la dualité sur les variétés abéliennes. Alors, je prends toujours K un corps et je prends A et B des variétés abéliennes et U de A dans B un morphisme de variété abélienne. Alors, à ce U, nous avions vu qu'on associe un morphisme de groupe algébrique, pic de U, de pic B sur K dans pic A sur K. On peut restreindre celui-ci aux composantes neutres, et lorsqu'on le restreint, on va obtenir quelque chose qui va de la variété abélienne duale de B dans la variété duale de A, et qu'on appelle le dual de U. Les propriétés du module universel de Poincaré que nous avions écrites, en particulier son comportement relatif au M, P et Q, implique la chose suivante, c'est que si vous avez un deuxième endomorphisme V de A dans B, eh bien le dual de U plus V, c'est égal au dual de U plus le dual de V. Ceci ne serait pas vrai, par exemple, si vous preniez pic de U au lieu de simplement se restreindre aux composantes neutres. Alors, le morphisme que j'ai ici, c'est un morphisme d'un certain schéma dans la variété abélienne A duale. Et la variété abélienne A duale avait une propriété universelle. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ce morphisme U tchèche correspond à un certain fibré sur A croix B, un certain fibré P sur A croix B qui s'obtient comment? A croix B tchèche, qui s'obtient comment? En prenant B croix B tchèche, en prenant là-dessus le fibré universel et en le tirant par l'application U croix l'identité. Mais d'un autre côté, de façon tautologique, simplement par les propriétés universelles, ce fibré-là peut aussi s'obtenir en prenant le fibré universel sur A croix A tchèche et vous le tirez par l'identité croix U tchèche. Donc vous avez deux façons de réaliser ce fibré-là, soit à partir de ce fibré universel, soit à partir de celui-ci. Alors c'est ça dont on va se servir. On va regarder en fait le premier fibré sur, voyons, alors, voyons, celui-ci, je vais regarder sur 0 croix B tchèche, oui. PB est trivial sur 0 croix B tchèche. Donc, lorsqu'on tire, on s'aperçoit que P est trivial sur ker de U croix B tchèche. Mais d'un autre côté, PA est trivial sur A croix 0. Et lorsque vous le tirez en arrière, vous en déduisez que P est trivial sur A croix ker U tchèche. Alors, vous avez deux endroits où votre fibré est trivial. Celui-ci et celui-ci. Alors, vous regardez l'intersection de ces deux endroits, c'est-à-dire vous allez regarder ce qui se passe sur ker de U croix ker de U tchèche. Eh bien, on a deux sections, enfin deux trivialisations, ici et ici. Alors, je choisis une section qui me fournit une base de ma trivialisation ici et une autre en bas. Alors, voyons laquelle est laquelle. Je vais prendre ici une section S et ici, je vais prendre, alors plus précisément, je vais prendre une section sur 0 croix B tchèche, ça va me donner une trivialisation là, et je vais me choisir une section S' sur A croix 0, ça va me donner une trivialisation là. Et je choisis ces sections de telle façon que S au point 0, 0 coïncide avec S' au point 0, 0 lorsque je les ramène là-dedans. Il faut les normaliser, ces sections, pour pouvoir les comparer. Et à ce moment-là, je les compare dessus. Et maintenant, S sur S', là-dessus, est une fonction partout non nulle
enfin est une section inversible, disons, du faisceau structural de ce schéma. Alors, quand vous avez un schéma et dessus une section non nulle, c'est la même chose que se donner un morphisme de ce schéma dans le groupe multiplicatif. Donc, ce que vous avez finalement maintenant construit, c'est un morphisme comme ceci dans le groupe multiplicatif. Et théorème, eh bien, ce morphisme que vous avez construit est bilinéaire. Et est un accouplement non dégénéré et permet d'identifier chacun. J'ai oublié de dire, oui, là je suis un peu allé vite. Je suppose ici que U est une isogénie, si U est une isogénie, uniquement dans ce cas-là. À ce moment-là, ça permet d'identifier ker de U et ker de U tchèche au dual de quartier de l'autre. Alors, quand on a un schéma en groupe fini, qu'est-ce qu'on appelle le dual de quartier? Vous avez un schéma en groupe fini, ce qu'on appelle le dual de quartier, c'est juste les homomorphismes du schéma en groupe fini dans GM. Et bien, ce qu'on vous dit, c'est que cet accouplement est un accouplement parfait. Ça permet d'identifier ker de U chapeau aux homomorphismes de ker de U dans GM et le contraire aussi. Donc, vous avez le noyau d'une isogénie et le noyau de l'isogénie duale sont en fait duaux l'un de l'autre. Bon, ça, c'est assez technique et là-dessus, vraiment, c'est extrêmement difficile de se passer du langage que j'utilise. Alors, dixièmement, accouplement de Weyl. Les accouplements de Weyl sont obtenus en appliquant ce qui précède au cas particulier où on prend K le corps, A une variété abélienne, N un entier premier à la caractéristique de K. Et on applique ce qui précède à l'endomorphisme de A de multiplication par N. À ce moment-là, ce qu'on tire de ce qu'il y a au-dessus, c'est une application naturelle des points de N torsion de AN à valeur dans une clôture séparable de K, croix les points de N torsion de la variété duale à valeur dans les racines nème de l'unité d'une clôture séparable. Cette fois-ci, c'est une application au sens des ensembles, des groupes, et ceci est une dualité parfaite entre groupes finis. Alors, c'est cette dualité qu'on appelle l'accouplement de Weyl, et il possède une propriété de compatibilité avec l'action du groupe de Galois qui opère sur les trois objets. La propriété de compatibilité, c'est que si vous accouplez sigma de x avec sigma de y, vous trouvez la même chose que sigma de l'accouplement xy. Alors, lorsque sigma est dans le groupe de Galois, x est un point de n torsion de la première variété et y de la variété duale. Voilà. Ce qu'on vient de faire ici, on l'a fait au niveau des points de n torsion. Bon, lorsqu'on essaye de passer au module de Tate, la recette est immédiate. On prend pour n une puissance d'un nombre premier L, on passe à la limite projective, et qu'est-ce qu'on obtient à ce moment-là? Si L est premier et différent de la caractéristique de K, eh bien on obtient un accouplement entre le module de Tate et le module de Tate de la variété abélienne duale à valeur dans quoi? Dans la limite projective des mu indice L puissance n de Ks. C'est un ZL module de rang 1, mais sur lequel le groupe de Galois opère non trivialement et qu'on note ZL de 1. Donc ceci, c'est une dualité parfaite entre ZL module libre de rang fini.
Et bien entendu, la propriété d'équivariance par rapport à l'action du groupe de Galois est encore satisfaite. Voilà, alors, je ne sais pas si je peux monter le précédent, oui, c'est bon. Je vais maintenant vous dire quelques mots sur le groupe de Néron-Sévry d'une variété abélienne. Alors c'est numéro 11, groupe de Néron-Sévry. Bon, comme d'habitude, K est un corps, A est une variété abélienne, je ne le réécris pas à chaque fois. Et si vous vous rappelez, on avait défini quelque part le groupe de Picard de A, et on a aussi défini pic 0 de A, qui est l'ensemble des points rationnels de la variété abélienne duale. Ceci, c'est juste les points rationnels de la variété abélienne duale. Et on peut prendre le groupe quotient, qui va donc nous mesurer en fait à quel point un fibré n'est pas dans la composante neutre, et c'est ce groupe-là qu'on appelle le groupe de Néron-Sévry de la variété abélienne A. Alors ce que je prétends, c'est que je suis capable comment est-ce qu'on essaye d'analyser ce groupe de Néron-Sévry? On fait la chose suivante. On commence par prendre L, un module inversible sur A. Et on lui associe M étoile de L, produit tensoriel P étoile de L inverse, produit tensoriel Q étoile de L inverse. Donc ça, c'est un module inversible sur A croix A. Alors, ce module-là, en fait, a sa classe. C'est le théorème du cube qui nous dit ça. Elle est en fait, non pas dans le groupe de Picard de A croix A sur A, mais dans le groupe de Picard 0 de A croix A sur A. C'est ça qu'on appelle le théorème du cube, si vous lisez dans les livres. Alors le fait que cette classe soit là-dedans, quand vous avez quelque chose qui est dans pic 0 de A croix T sur T, ça vous donne un morphisme qui va de T dans la duale de A. Donc ceci va, par la propriété universelle, vous donner un certain morphisme qui ira de A dans le dual de A. D'un autre côté, si le module L a une classe dans pic 0, alors par définition, vous tombez sur quelque chose qui est nul ici. Donc vous tombez sur le morphisme nul ici. En regardant cette application, vous définissez ainsi une application qui va du groupe de Néron-Sévry de A dans les homomorphismes de la variété abélienne A dans sa duale. Bon, eh bien, le groupe de Néron-Sévry est difficile à comprendre. Les homomorphismes de A dans la variété abélienne duale, on considère qu'ils sont plus simples. Donc, de nouveau, on essaye de savoir à quel point est-ce que cette application est ou n'est pas un isomorphisme. Alors, théorème. Premièrement, alpha est injective. Donc, le groupe de Néron-Sévry se plonge là-dedans. Corollaire de ceci, c'est que le groupe de Néron-Sévry de A est un Z-module libre de rang fini. Alors le fait que ça soit injectif, j'ai envie de dire, c'est trivial, parce que si vous tombez sur 0 là, ça signifie que vous aviez un module inversible qui était nul ici, et par définition,
Ça, c'était le fait que vous étiez dans pic 0. Donc, c'est pratiquement les propriétés universelles. Toutes ces démonstrations, beaucoup d'entre elles sont purement tautologiques lorsque vous les écrivez dans ce langage-là. Donc, deuxième propriété, eh bien, tout élément de l'image de alpha, alors c'est une application qui va de A dans A chapeau, vérifie une certaine propriété, est telle que f égale f tchèche. Alors qu'est-ce que ça veut dire f égale f tchèche? F va de A dans A tchèche. F tchèche ira donc de A tchèche tchèche dans A tchèche. Mais on a décidé d'identifier A tchèche tchèche avec A. Donc c'est ça le sens de l'égalité que j'écris ici. Troisièmement, si K est algébriquement clos, eh bien à ce moment-là, l'image se compose exactement des F que je viens de trouver. L'image de alpha est l'ensemble des F tels que F égale F tchèche. Et ça signifie que ceci permet de comprendre relativement concrètement et relativement bien le groupe de Néron-Sévry de la variété abélienne A. Alors maintenant, j'aimerais regarder un peu comment opère la multiplication par n dans le groupe de Néron-Sévry. Alors je me donne un élément xi dans le groupe de Picard de A et je vais regarder quelle est son image réciproque par l'application -1. -1, c'est une application qui va de A dans A et par laquelle je peux tirer xi, ça me donne un certain xi'. Eh bien, théorème, si je sais quelle est l'image réciproque de xi par -1, je sais en fait quelle est l'image réciproque de xi par n'importe quel entier, par la multiplication par n'importe quel entier n. C'est un théorème qui se démontre juste par récurrence sur n, c'est un petit calcul élémentaire. L'image réciproque par la multiplication par n de xi, c'est n carré plus n sur 2 fois xi plus n carré moins n sur 2 fois xi'. Alors en plus, si xi était dans le pic 0 de A, c'est-à-dire dans A tchèche de K, eh bien à ce moment-là, xi' est égal à moins xi, et par conséquent, lorsque vous regardez son image réciproque par xi, vous retombez juste sur n fois xi, ce qui signifie que l'isogénie duale de NA, c'est juste la multiplication par n dans A dual. C'est une autre façon de le dire. Par contre, si vous regardez l'action de la multiplication par n sur le groupe de Néron-Sévry, c'est-à-dire sur pic modulo pic 0, ça ne va pas être linéaire, mais quadratique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a toujours xi' qui est congru à xi modulo pic 0 de A. Donc, sur pic 0, l'involution xi flèche xi' opère par -1, mais par contre, sur le groupe quotient, elle opère par +1. Et par conséquent, lorsque vous regardez l'opération de n à étoile sur le groupe de Néron-Sévry, ça devient n carré plus n sur 2 plus n carré moins n sur 2 au lieu de moins. Et donc, ça fait n carré. Donc, n à étoile opère par n2 sur le groupe de Néron-Sévry de A. Voilà, alors on dit que xi est inversible, est symétrique, pardon, si xi est égal à xi', et en fait, sur toute variété abélienne A, il existe toujours un fibré ample, un module inversible ample
et symétrique. Bon, alors la raison pour laquelle, si vous lisez n'importe quel livre sur les variétés abéliennes, que ce soit le livre de Mumford ou Arithmétique, géométrie de Cornel Silverman, et si vous avez du mal à comprendre la théorie des variétés abéliennes, c'est essentiellement parce que ce résultat que je vous amène ici loin, on commence par le démontrer directement avec des techniques à la main sans connaître en fait l'histoire de ce qu'on va raconter. Parce que c'est à partir de l'existence de ce fibré ample symétrique qu'on démontre qu'une variété abélienne est projective. Et c'est le fait qu'elle est projective qui permet de construire son groupe de Picard, etc. Donc au départ, c'est ce truc-là qu'on commence par démontrer en premier. Et ça prend toute une série de pages et on ne sait pas exactement où on va dans ces pages. Mais pour ça, ce que je vous présente n'est pas l'ordre logique dans lequel on raconterait une chose avec démonstration. Bon, j'ai juste encore envie de vous raconter une dernière chose qui ne serait peut-être pas strictement indispensable pour la conjecture de Wurst-Svinson d'ailleurs, encore que. C'est polarisation et involution de Rosati. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une polarisation d'une variété abélienne? Eh bien, c'est une application qui va de A dans sa duale et qui en plus est une isogénie. Et qui est égale à sa propre duale avec les identifications lorsqu'on identifie A à sa biduale. Donc c'est ça la définition d'une polarisation. Théorème, toute variété abélienne possède une polarisation. La démonstration est très simple si on a fait ce qui précédait, parce qu'on prend le fibré ample symétrique que j'ai construit, et puis on regarde sa classe dans Néron-Sévry, on regarde son image et on récupère une polarisation qui est une isogénie. Donc il suffit de partir de là, on l'obtient immédiatement. Alors ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que la polarisation est dite principale si l'application F que l'on construit est un isomorphisme entre A et sa duale. Alors ça n'existe pas toujours sur une variété abélienne, mais au moins sur un corps algébriquement clos, quand vous partez d'une variété abélienne, il y en a toujours une autre qui lui est isogène et sur laquelle il y a une polarisation principale. Alors, si K algébriquement clos, toute variété abélienne est isogène à une variété abélienne ayant une polarisation principale. Bon, alors ça c'est tout ce que j'ai à raconter sur les polarisations. Je ne vais pas en dire plus. Et maintenant, je vais vous raconter ce que c'est l'involution de Rosati. Alors, l'involution de Rosati, c'est on choisit une polarisation. Bon, eh bien, on lui associe une involution que je vais noter U flèche U daguerre
de l'anneau des endomorphismes de A. Alors, pas tout à fait de l'anneau des endomorphismes de A. Il faut étendre les scalaires à Q, caractérisés par eh bien, si vous prenez F composé avec U daguerre, ça vous donne la même chose que U composé avec F. Alors, regardez bien où vont les choses. Que U tchèche composé avec F. F va de A dans A tchèche. U tchèche va de A tchèche dans A tchèche. U daguerre, ça va de A dans A. F, ça va de A dans A tchèche. Donc, a priori, l'égalité que j'ai écrite a un sens. Alors, pourquoi est-ce qu'il existe une telle involution? Eh bien, tout simplement, on va définir U daguerre par la formule U daguerre égale F inverse U tchèche F. Mais F inverse n'existe pas parce que F n'est pas un isomorphisme. Seulement, comme F est une isogénie, elle n'est peut-être pas inversible, mais elle est inversible lorsqu'on remplace l'anneau des endomorphismes de A par l'ensemble des endomorphismes de A tensorisés avec Q. Et donc là-dessus, en tout cas, cette involution existe. Et cette involution, donc ça c'est l'involution de Rosati, elle dépend du choix de la polarisation. Elle a une propriété de positivité, propriété qui est la suivante, c'est que si vous regardez la trace de U tchèche, vous trouvez quelque chose de strictement positif dès que U est différent de 0. Autrement dit, si vous regardez l'application bilinéaire à UV, je fais correspondre la trace de UV daguerre, eh bien, c'est une forme bilinéaire définie positive sur l'anneau des endomorphismes de A. Alors, cette chose est importante parce que sur l'anneau des endomorphismes de A, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on avait comme structure? Qu'est-ce qu'on savait sur l'anneau des endomorphismes de A? On savait que c'était une algèbre semi-simple. Un produit d'algèbre de matrice sur des corps. J'avais dit corps, des gens m'ont fait remarquer, j'aurais dû dire des corps gauches. Un produit d'algèbre de matrice sur des corps gauches. Ben, en réalité, est-ce que les algèbres qu'on peut trouver sont toutes ces algèbres-là ou est-ce qu'elles ont une structure de plus? Réponse oui, elles ont une structure de plus, elles possèdent une involution de Rosati qui satisfait cette hypothèse de positivité. Et ça restreint à l'intérieur des algèbres abstraites qu'on peut espérer être des algèbres d'endomorphisme de variété abélienne, ça restreint cette catégorie. N'importe quoi ne peut pas arriver, c'est la seule chose qu'on sache de plus sur les... Enfin, pas tout à fait, mais enfin disons, c'est l'information essentielle qu'on a de plus sur les algèbres qui peuvent se présenter. Voilà. Alors, je vais laisser maintenant... bon, ce cours, disons, termine à peu près ce que j'avais raconté sur les variétés abéliennes en elles-mêmes. On va maintenant commencer un peu l'arithmétique. Pour l'instant, le corps était quelconque. Maintenant, je vais spécialiser les corps et regarder un peu les propriétés arithmétiques de ces variétés abéliennes. Alors, première chose que j'ai envie d'introduire, c'est le modèle de Néron d'une variété abélienne. Alors, pour se donner un modèle de Néron, on va être obligé de se donner, en fait, quelque chose d'un peu plus général qu'un corps. Je vais prendre S, un schéma de Dedekind, c'est-à-dire intègre, normal, régulier de dimension 1. Et vous pouvez penser, disons essentiellement, pour nous, il y a deux choses qui sont importantes. C'est premièrement le cas où S est le spectre de l'anneau des entiers d'un corps de nombre. Deuxième chose, le cas où S est une courbe algébrique projective et lisse sur un corps fini. C'est essentiellement ça, les deux cas qui nous intéresseront. Donc le fait que le corps soit fini n'a pas beaucoup d'importance là-dessus. Et j'appelle K le corps des fractions rationnelles, des fonctions rationnelles sur S, c'est-à-dire le corps résiduel
du point générique de S. Alors je me donne A une variété abélienne sur grand K, et on se demande s'il existe quelque chose sur S dont la fibre générique est A et qui possède un certain nombre de bonnes propriétés. Alors c'est ça qu'on appelle modèle de Néron, définition. Un modèle de Néron de A sur S est un schéma en groupe lisse. Je vais le noter A rond sur S, muni d'un isomorphisme en plus phi de sa fibre générique sur la variété abélienne qu'on s'était donnée au départ. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'il possède une propriété universelle suivante. Si je me donne n'importe quel schéma en gros, n'importe quel schéma lisse eh bien, l'application canonique qui a une section, enfin a un morphisme de T dans A, fait correspondre par passage à la fibre générique le point de A sur la fibre générique de T. On veut que ce morphisme soit bijectif. Et le théorème sur les modèles de Néron, c'est qu'un modèle de Néron existe et est unique à isomorphisme unique près. Donc, premièrement, il existe, deuxièmement, il est complètement unique. De plus, c'est là en fait que se trouvait mon de type fini. De plus, il est séparé et de type fini sur S. Voilà. Alors, il y a un cas qui est particulièrement important. Qui est le suivant. Théorème. Si par hasard je suis capable de trouver un schéma abélien sur S, s'il existe un schéma abélien sur S, avec un isomorphisme de la fibre générique de A sur ma variété abélienne. Si je sais les trouver n'importe où dans la nature, eh bien forcément, c'est le modèle de Néron. A avec cet isomorphisme, c'est le modèle de Néron, de grand A. Et dans ce cas-là, on dit que A a bonne réduction sur S. Bon.
Et pour finir, eh bien, je dis simplement que dire que A a bonne réduction sur S, c'est une condition qui se vérifie localement. Ça se vérifie anolocal par anolocal. Ça équivaut à dire que A a bonne réduction sur l'anolocal de S en un point petit s, pour tout point petit s fermé dans grand S. Tout point fermé petit s de grand S. Donc c'est une chose qui se vérifie localement. Les endroits où A a bonne réduction sont d'une certaine façon ceux où A se comporte gentil. Les autres sont ceux dans lesquels on dit que A a mauvaise réduction, il se passe des problèmes un peu plus subtils. Alors, deuxièmement, le critère de Néron-Hogg-Chafarevitch. C'est un critère qui permet de savoir quand est-ce que A a bonne réduction. Alors, comme la condition de bonne réduction est une condition locale, on va immédiatement se placer dans un cadre local. Donc, je suppose que j'ai K un corps, que j'ai V une valuation discrète dessus. J'appelle O l'anneau de valuation. Je regarde une clôture séparable de K. Et dans la clôture séparable de K, je vais prolonger ma valuation discrète en une valuation que je noterai V bar. Et je vais regarder l'anneau de la valuation V bar que je vais noter O bar. Et j'aurai un corps résiduel, K qui sera le corps résiduel ici. Et le corps résiduel de V bar, c'est une clôture algébrique de K que je note K bar. Alors, on appelle D, dans le groupe de Galois de K, le groupe de décomposition de la valuation V bar qu'on a choisi. C'est-à-dire l'ensemble des éléments du groupe de Galois qui laissent fixe la valuation V bar. V bar composé avec sigma est égal à V bar. Et I, le groupe d'inertie, qui est l'ensemble des éléments du groupe de décomposition qui, lorsque je les réduis modulo l'idéal maximal, opère trivialement sur le corps résiduel. Voilà. Alors maintenant, je suis en position pour énoncer le critère de Néron-Hogg-Chafarevitch. Théorème. Alors je prends A, une variété abélienne sur K, et je me demande quand est-ce que A a bonne réduction sur O. A a bonne réduction sur O. Alors je me donne A, une variété abélienne sur K, et je me donne L, un nombre premier différent de la caractéristique de K. A a bonne réduction sur O, si et seulement si le groupe d'inertie opère trivialement sur le module de Tate de A. Bon, donc ça signifie de nouveau qu'on arrive à lire des informations de type géométrique. L'idée est toujours les informations de type géométrique sur la variété abélienne. On essaye de voir si on n'arrive pas à les lire sur les représentations galoisiennes qui leur sont associées. C'est ça
le principe. Alors, je ne résiste pas au plaisir de, en quelques mots, vous donner la démonstration, parce que cette démonstration, c'est juste une démonstration du style 1 plus 1 égale 2. C'est une démonstration extrêmement simple. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, d'abord, je prends un point de A qui est invariant par I. Invariant par I, ça veut dire il est défini sur une extension non ramifiée du corps de base. Alors, par propriété universelle du modèle de Néron, il se prolonge en un point du modèle de Néron sur O bar, ce qui permet de le réduire et d'obtenir un point de A à valeur dans K bar. Bon, je regarde ceci lorsque je me restreins au point de L puissance M torsion. J'obtiens une application comme ceci en passant au point de L puissance M torsion. Alors, parce que la multiplication par L puissance M est une application étale, en réalité, ceci est un isomorphisme. On va obtenir un isomorphisme entre ce groupe-là et ce groupe-là. Je passe à la limite projective. Ici, j'ai le module de Tate de A, invariant par I. Et je vais trouver un isomorphisme de ceci. Bon, il faut faire quelques petites vérifications, mais je vous donne les étapes essentielles de la démonstration, avec le module de Tate de la réduite de A. A tilde, c'est la fibre spéciale, c'est-à-dire celle qui s'obtient en réduisant modulo l'idéal maximal, de grand A. Alors maintenant, il faut savoir A, qu'est-ce que c'était? C'était une variété abélienne de dimension D. A tilde, c'est un groupe algébrique toujours de dimension D. Comme A tilde et sa composante neutre ne diffèrent que par un groupe fini, le groupe fini ne change rien lorsqu'on passe à la limite projective. Et ici, je peux remplacer la variété abélienne par sa composante neutre. Alors, à quoi peut ressembler en fait la variété abélienne A tilde, au moins la composante neutre, au moins lorsque je la regarde sur la clôture algébrique de K? Eh bien, il faut savoir un groupe algébrique connexe, commutatif, sur un corps algébriquement clos, à quoi ça ressemble? Eh bien, un tel groupe est toujours extension d'une variété abélienne par un groupe linéaire. Et le groupe linéaire lui-même, puisqu'il est commutatif, est extension d'un tore par un groupe unipotent. Ça, c'est la façon générale dont peut se présenter en fait un groupe algébrique commutatif sur un corps algébriquement clos. Alors maintenant, on regarde comment est-ce qu'on fabrique le module de Tate de A tilde 0. Eh bien, le module de Tate dans le groupe unipotent, il est nul, parce que le groupe unipotent, il est annulé par P, où P est la caractéristique résiduelle. Ah, excusez-moi, j'avais mis L premier à la caractéristique de K, c'est pas premier à la caractéristique de K, mais c'est la caractéristique du corps résiduel. Il y a une petite erreur dans l'énoncé, je m'en aperçois à cet endroit-là. Bon, et finalement, le module de Tate de G, c'est la même chose que celui de T. Finalement, ce que je m'aperçois, c'est que j'ai une suite exacte. Module de Tate du tore s'en va dans le module de Tate de A tilde, s'en va sur le module de Tate de la variété abélienne, s'en va sur 0. Alors, je vous avais dit que la démonstration était une démonstration du style je compte 1 plus 1 égale 2. Alors, c'est ça qu'on va faire maintenant. On va faire du comptage. Alors, on regarde quelle est la dimension de la fibre. La dimension de la fibre, c'est D. Et D, c'est la somme des dimensions des trois morceaux qu'on a ici. C'est donc dimension de N plus dimension de T
plus dimension de B. Maintenant, on regarde quelle est la dimension du module de Tate. De A, eh bien, c'est 2D, c'est 2 fois ce qui précède ici. Et on regarde quelle est la dimension du module de Tate de A invariant par l'inertie. Eh bien, on avait vu qu'il était isomorphe à ça et que j'avais une suite exacte comme ceci. La dimension du module de Tate d'un tore, c'est la dimension du tore, et celui d'une variété abélienne, c'est 2 fois la dimension de la variété abélienne. Donc, je trouve dim de T plus 2 fois dim de B. Et là, vous avez 2 fois dim N plus 2 fois dim T plus 2 fois dim B. Et maintenant, vous vous demandez quand est-ce que l'inertie opère trivialement sur le module de Tate, c'est-à-dire quand est-ce que ces deux dimensions sont égales. Ben, vous faites 1 plus 1 égale 2, et vous vous apercevez, si et seulement si, N est nul et T est nul, c'est-à-dire qu'en fait, dans la fibre spéciale, il n'y a que la variété abélienne, au moins dans la composante neutre. Ensuite, on a un tout petit peu besoin de faire un tout petit peu de géométrie de plus pour savoir que si en fait la composante neutre est une variété abélienne, eh bien, il y a bonne réduction. Mais essentiellement, la démonstration se termine à cet endroit-là. Donc ça, c'est le critère de Néron-Hochschild-Shafarevich. Et un corollaire de ce critère est le suivant. Corollaire. Eh bien, A à bonne réduction sur O, si et seulement si, lorsque vous passez au complété de K pour la valuation, la nouvelle variété abélienne que vous avez a bonne réduction sur le complété de O. Autrement dit, pour les questions de bonne réduction, on peut toujours passer au complété, la raison étant que le groupe d'inertie, le groupe de Galois ne change pas par passage au complété, le module de Tate non plus, et que le critère qu'on a donné est en termes de ces choses qui ne varient pas lorsqu'on passe au complété. Voilà, alors j'ai terminé ici ce que je voulais dire sur les modèles de Néron, et maintenant j'ai envie de vous parler un peu des variétés abéliennes sur les corps finis. On commence à s'approcher du sujet de l'exposé. Alors je prends un corps fini K. J'appelle P sa caractéristique et Q, c'est-à-dire une certaine puissance de P, son cardinal. J'appelle K bar une clôture algébrique et GK le groupe de Galois. Alors ce groupe de Galois, on sait qu'il est isomorphe au complété profini de Z et qu'il est topologiquement engendré par l'automorphisme appelé automorphisme de Frobenius, que j'appelle notre grand F, qui est l'automorphisme qui envoie X sur X à la puissance Q. Et je remarque aussi que pour chaque entier M supérieur ou égal à 1, j'ai un unique corps Km qui est dans la clôture algébrique et qui est de degré M sur petit k, et que le corps Km, c'est le corps fixé par l'endomorphisme de Frobenius à la puissance M. Alors ce qui va nous intéresser, ça va être de compter le nombre de points d'une variété abélienne sur un corps fini. Ou plus précisément, de compter le nombre de... Oh, ah oui, ça, c'est pas de la chance. Non. Ou plus précisément, de compter
combien de points la variété abélienne a sur toutes les extensions Km du corps fini petit k. La question principale quand on a une variété abélienne sur un corps fini, c'est quel est le cardinal de A de Km. A étant une variété abélienne sur petit k. C'est ça à quoi on est intéressé. Alors la première chose, je vais appeler D la dimension de A. Et je vais remarquer qu'il y a un certain endomorphisme de A, à ne pas confondre avec l'autre, bien qu'ils se ressemblent beaucoup. J'ai un certain endomorphisme pi A, qui est l'endomorphisme de Frobenius, de la variété abélienne A. N'oublions pas que quand on parle dans le langage des schémas, la variété abélienne, ce n'est pas l'ensemble des points rationnels dans la clôture algébrique ou quelque chose comme ça. Donc, ce morphisme, il est défini de la façon suivante. Pi A fixe les points du schéma A et opère par f flèche f puissance q sur les fonctions. Ceci suffit à caractériser complètement pi A. Alors, pi A opère, bien sûr, sur les points de A dans la clôture algébrique de mon corps fini. Et cette opération, c'est la même, c'est pour ça que souvent on confond les deux, c'est la même que celle qui est donnée par l'automorphisme de Frobenius f de départ. Mais par contre, pour πm, comme c'est un endomorphisme, je peux appliquer les résultats que j'ai racontés sur les endomorphismes. Alors, l'endomorphisme 1 moins πa à la puissance m est étal. Pourquoi est-ce qu'il est étal? Parce que lorsque vous regardez la différentielle de πa, à cause du fait que c'est l'élévation à la puissance q, la différentielle de πa est nulle, et donc la différentielle de cet endomorphisme c'est 1, ça entraîne qu'il est étal, et par conséquent le degré de 1 moins πa à la puissance m, c'est la même chose que le cardinal de l'ensemble des points de A de Kabar fixé par 1 moins πa à la puissance m. Mais 1 moins πa à la puissance m opère comme 1 moins fm. Donc c'est la même chose que quoi? Que le cardinal que je cherchais. Ce cardinal que je cherche est en fait un degré. Et degré de 1 moins un endomorphisme. Alors on peut appliquer la théorie des polynômes caractéristiques que j'ai raconté. On va appeler P le polynôme caractéristique de l'endomorphisme πa. Je vous rappelle que ce polynôme est un polynôme unitaire de degré D à coefficient dans Z et je vais l'écrire, je vais le décomposer sous la forme produit pour i variant de 1 à 2d de t moins alpha i, où les alpha i sont des nombres complexes. Je vais le décomposer sur C en produit de degré 1. Et bien à ce moment-là, le polynôme caractéristique de 1 moins πa à la puissance m, c'est-à-dire le degré de 1 moins πa à la puissance m, c'est tout simplement le produit des 1 moins alpha i à la puissance m, pour i variant de 1 à 2d, où les alpha i sont ceux que nous avions construits. Le fait que le polynôme caractéristique de π à la puissance m s'obtient comme ceci à partir de celui de πa peut se tester sur les modules de Tate où on retrouve des polynômes caractéristiques au sens usuel. Bon, et théorème, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de Riemann
pour les variétés abéliennes sur les corps finis, tous les alpha i sont de module Q puissance 1,5. Alors là non plus, bon, je vais prendre 5 minutes encore pour terminer. Je ne résiste pas au plaisir de vous donner la démonstration à l'aide de tout ce que j'ai raconté. Cette hypothèse de Riemann pour les variétés abéliennes, en l'appliquant aux jacobiennes de courbes, entraîne l'hypothèse de Riemann pour les courbes sur les corps finis aussi. Alors, comment est-ce qu'on démontre ça? La première chose, c'est qu'on va écrire une jolie petite égalité dans la variété abélienne duale de A, qui est l'égalité suivante. L'endomorphisme de Frobenius de Hacech, composé avec l'endomorphisme de Frobenius de A, dont je prends le tchèche, c'est la même chose que la multiplication par Q dans Hacech. Alors, la démonstration de cette chose-là est aussi simple que 1 plus 1 égale 2 de nouveau. Il suffit d'essayer de comprendre, en fait, n'oublions pas que Hacech, c'est quelque chose qui représente un certain foncteur. Donc, en fait, il faut regarder comment opèrent ces différentes choses sur les foncteurs. Alors, on se donne un élément de pic 0 de A croix T, où T est un schéma auxiliaire quelconque, et on prend donc un certain module inversible là-dedans. On regarde par quoi est-ce qu'il est envoyé lorsqu'on applique ce morphisme-là. Eh bien, c'est tout simplement, il est envoyé sur, alors attendez que je ne me trompe pas, oui, c'est ça. On le tire tout simplement par l'identité de A, croix le morphisme de Frobenius de T. Maintenant, on regarde comment agit le second opérateur. Ben, le second opérateur, il tire par l'identité de A, croix le morphisme de, par le morphisme de Frobenius de A, croix l'identité de T. Alors, lorsque vous composez les deux, ben, vous avez tiré par le morphisme de Frobenius de A, croix le morphisme de Frobenius de T. Donc, le composé, c'est vous tirez par le morphisme de Frobenius de A croix T. Et tirer par le morphisme de Frobenius de A croix T, ça correspond juste à la multiplication par Q dans le groupe de Picard. Donc cette égalité, lorsqu'on y pense en ces termes, j'ai envie de dire de foncteur, est une égalité qui devient tout à fait immédiate. Elle est épouvantable si on y pense en termes de variété, parce que ces isonies peuvent être radicielles, donc on ne comprend rien du tout quand on regarde sur les points. En termes de foncteur, c'est extrêmement simple. Bon, alors maintenant, tout ceci se déroule dans la variété abélienne Hacech. On a envie de ramener ceci dans les endomorphismes de la variété abélienne A. Alors on peut le ramener justement en prenant une polarisation. On prend une polarisation. Et on tire l'égalité que j'ai écrite ici dans A à l'aide de cette polarisation. Et ce qu'on trouve à ce moment-là, c'est que lorsque vous composez pi A avec pi A transformé par l'involution de Rosati, vous obtenez la multiplication par Q dans A. C'est juste la même formule tirée, si vous voulez, à l'aide de cette involution. Alors maintenant, vous regardez l'algèbre qui est engendrée par pi A. Cette algèbre est semi-commutative, semi-simple, et à cause de cette égalité, vous voyez que pi A daguerre, c'est la même chose que QA divisé par pi A dans cette algèbre-là, c'est-à-dire qu'elle est stable par l'involution de Rosati, qui est une involution positive, au sens que j'avais donné
de ce terme-là. Alors maintenant, vous regardez quelle est la structure des algèbres commutatives comme ça. Alors une algèbre commutative semi-simple, c'est juste, et en plus de dimension finie sur Q, c'est juste un produit fini d'extension de Q. Mais vous avez cette involution de Rosati qui est positive. Eh bien, cette involution vous dit la chose suivante, c'est que nécessairement, le fait qu'elle soit positive, on va avoir sigma composé avec l'involution de Rosati qui est égal à sigma bar, le conjugué complexe, pour tout plongement, non pas pour tout homomorphisme de cette algèbre-là dans C. Donc c'est là que sert la positivité de l'involution de Rosati. Alors maintenant que vous savez ça, vous appliquez sigma à l'égalité qui se trouve en haut. Alors l'égalité qui se trouve en haut, ça vous dit sigma de pi a. Sigma de pi a Daguerre, c'est juste sigma bar de pi a est égal à Q. Bon, et bien ça signifie que chaque fois que vous prenez un plongement de Q de pi a dans C, forcément l'image est toujours de valeur absolue Q puissance 1,5, et ça entraîne forcément que les valeurs propres de pi a sont Q puissance 1,5, et ça termine cette démonstration. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.